un peu perché ici, mais avec vous, de toute façon, on est toujours un peu perché, non? Oui, oui, j'espère. Parce que la vie n'a aucun sens si on n'est pas perché. Si on est en hauteur, c'est qu'il y a une raison. C'est que ce village, à l'origine, il a été érigé pour échapper aux pirates qui peuplaient la Méditerranée. Absolument. Et il a été conquis par les Turcs et par les Ottomans. C'est d'où le nom de Ramatuelle. Ramat. Ramat, ça veut dire quoi? Magnifique, beau. Qu'est-ce qu'on voit là-bas? On voit ma mère. La Méditerranée. Oui, ma mère à moi. Ouais. Vous l'aimez, cette Méditerranée? Vous pouvez pas imaginer. Ça coule dans mes veines. On domine donc la baie de Pamplonne. Exactement. Et Pamplonne, c'est une des plages de Ramatuelle. Comment vous décririez la magie de ce village? C'est très protégé, en fait. Quand vous venez de Saint-Tropez aujourd'hui et que vous arrivez ici, vous avez l'impression d'être à 600 km de Saint-Tropez. Et il y a évidemment un événement à ne surtout pas manquer, ici, chaque année, au mois d'août, un festival. Vous êtes le directeur. Oui, absolument. Il ne faut pas manquer ça. Ça, c'est pas bien de manquer le festival de Ramatuelle. C'est un petit festival qui a un rayonnement national. C'est très étonnant. Bonjour Michel Boujna. Bonjour. Merci de nous accueillir à Ramatuelle durant le festival. Dans cette émission, on va parler de votre carrière, on va revenir sur votre parcours, sur les planches, sur grand écran. Mais avant, vous allez nous faire découvrir les coulisses du théâtre de Verdure. Vous allez nous parler de la programmation de cette année. Et puis on va aller saluer un habitué du Palais des Arts, Thomas Dutronc. Vous nous servez de guide? Avec plaisir. Voilà, je vous emmène. Je l'emmène. Le festival de Ramatuelle, c'est une parenthèse poétique dans un lieu magnifique où planent les ombres de Gérard Philippe, Jean-Claude Brialy ou Michel Galabru. Et cette année encore, c'est un vrai mélange des genres. La manifestation offre une programmation mêlant théâtre, humour et chanson. Dans un théâtre comme celui-là, le public est très proche des artistes. C'est aussi ça le charme de Ramatuelle, l'échange, le partage. Dans une période aussi chahutée que la nôtre, c'est important de conserver des lieux de culture comme celui-là. Plus qu'important. C'est important de continuer à rire, continuer à rêver, à imaginer, à raconter des histoires, à les écrire. Nous, les artistes, comment on résiste? En faisant notre métier. Si on arrêtait de faire ça, alors nous, en tout cas, on aurait perdu. Quels vont être les temps forts de ce festival? Oh, d'une manière générale, au fond, tous les soirs, différemment. C'est sûr que Thomas qui ouvre, François-Xavier de Maison qui clôture, c'est des moments importants, mais... Vous voulez vraiment varier les plaisirs, faire en sorte qu'on puisse rire, réfléchir. Oui, et puis prouver au public que celui qui va voir Stéphane Guillon peut aller voir Barbara Hendricks. Et lycée de Versailles, comme on dit. Faire que ce soit tout le temps des choses différentes qui arrivent au festival de Ramatuelle et que le public qui était venu la veille, qui revient le lendemain, se dit « Ouais, c'est vrai, finalement, pourquoi je ne m'intéresse pas à Barbara Hendricks ?» Moi, je m'intéresse à Stéphane Guillon, mais pourquoi je ne m'intéresse pas à Barbara Hendricks? Et si je ne suis pas un peu con? Moi, si j'y tenais ma main. Attends, excusez-moi, j'ai l'impression que votre chien est comme un. Je suis désolé, ça arrive jamais. D'habitude, je suis toujours le mec, tout va bien. On faisait des châteaux de sable. On prenait les loups pour les chiens. Tout changeait de peau et d'épaule. Bon Thomas, toi tu es un habitué de Ramatuelle, tu es déjà venu une fois, tu reviens, qu'est-ce que tu viens chercher ici? Écoute, je sais pas. J'ai joué 2 fois en fait ici, parce que j'avais joué à Jazz à Ramatuelle il y a très longtemps, en 2002 avec Birelli. Mais je me rappelle que ça avait été très dur la première fois de partir, parce qu'il y a une super ambiance, il y a une qualité de public ici qui est assez exceptionnelle. C'est un peu... c'est des Parisiens en vacances, quoi. Est-ce que tu te rends compte de la symbolique du titre de ton album ou pas par rapport à ce qui se passe en ce moment? C'est vrai qu'on... Éternel jusqu'à demain, c'est incroyable. C'est vrai qu'on y a repensé après. C'est incroyable. Moi, j'ai voulu absolument que tu ouvres le festival cette année parce que je voulais quelque chose de festif, parce que je voulais quelque chose qui avait du sens, parce que là, on est éternel. C'est un privilège d'ouvrir le festival, d'être le premier sur scène. Mais oui, j'espère que le festival ne va pas s'arrêter après notre performance. Impossible. C'est impossible. Ils jettent les coussins aussi ici parce que... alors, comme c'est toi, j'ai demandé à ce qu'on mette des coussins en péteurs. Non, des pains en plomb dans les coussins. Tu me trouvais pas mal, je te trouvais superbe.
Incontournable à Ramatuelle, la demeure de Jacqueline Franjou, la présidente du festival depuis 32 ans. C'est un havre de paix pour les artistes. Et c'est ici que Michel Boujna a choisi de nous parler de lui. On va revenir un peu sur votre carrière. Je me suis laissé dire qu'adolescent, déjà, vous aviez un vrai talent pour raconter des histoires. Est-ce que c'est vrai? Alors j'adorais raconter des histoires drôles. Parce qu'elles étaient aussi la trace de la mémoire. Quand j'étais petit, dans ma famille, quand il y avait des fêtes, j'avais des oncles ou des copains de mes parents qui étaient là, qui racontaient des histoires drôles. Et tout le monde était là, tout le monde riait, tout le monde connaissait ces histoires par cœur. Mais il y avait un tel plaisir de les re-raconter, de les réinventer, de rajouter des détails. Moi, je buvais du petit lait, je mourais de rire. Et en même temps, il y avait l'art du conte, et du conte méditerranéen. Donc je racontais des histoires drôles, toujours. Bon, votre premier one-man show, il s'appelle Albert. Ça remonte à 1980. Quels souvenirs vous en gardez? Le besoin, à ce moment-là, après avoir découvert la psychanalyse et après avoir travaillé avec des enfants qui étaient à la limite de l'hôpital de jour, le besoin de retrouver mon identité et mes racines. Je suis dans une compagnie, on monte des spectacles, la compagnie s'appelle La Grande Cuillère, on monte des spectacles qui ne marchent pas en général, mais c'est pas grave, on s'en fout. On cherche, on apprend. Vous pouvez retrouver des images d'archives où j'ai 18 ans, où je parle de théâtre et où j'ai la barbe et tout ça, dans une émission qui s'appelait Court-Circuit, où je rencontrais Piccoli. J'étais ridicule. Et je parlais comme ça. OK? Parce que d'un certain côté, je pense que le point de vue d'un acteur ou d'un metteur en scène, comme ça je parlais. Tout d'un coup, je retrouve des copains d'enfance et je me mets à parler comme ça. Comment tu vas? Tu as mangé une petite tomate? Tout d'un coup, je retrouve ça. Le plaisir de parler avec cet accent. Alors, je fais Albert. Et là, c'est dingue ce qui se passe. D'abord, il y a beaucoup de gens de théâtre qui me renient. Donc, ce qu'il fait, il fait La Famille Hernandez, avec beaucoup de violence. Le théâtre est plein en une semaine. En 15 jours, il faut attendre un mois pour avoir une place. C'est dingue. Ah bon? T'es pas catholique? Ah bon? T'es quoi? Ah, t'es juive? Ah ouais, non, c'est marrant. Ah ouais, t'es tunisien. Ah ouais, mais alors t'es pieds noirs. Ah bon? T'es pas pieds noirs? Mais alors, t'es arabe? Alors vos racines, justement, il en est souvent question sur ça. Vous avez grandi donc de l'autre côté de la Méditerranée, en Tunisie. Vos racines, votre déracinement, ce sont des sources d'inspiration. Il en est presque toujours question dans vos one-man shows. Pourtant, vous détestez qu'on vous colle l'étiquette du juif tunisien. C'est pas un peu paradoxal, un peu schizophrénique? Ça vous agace? Non, c'est pas ça. Je vais vous expliquer. Ce qui m'agace, c'est la vision que les autres ont des juifs tunisiens. Je suis un juif tunisien, ça veut dire un personnage un peu folklorique, bigarré, qui mange des merguez, qui vend des pantalons, qui parle que de pognon. Et si on lui coupe le bras, il fait « merde, ma Rolex ». Pour moi, c'est humiliant. Mes personnages de mes spectacles, c'est pas ça. Ils sont beaux, ils sont drôles, c'est eux qui ont de l'humour. Est-ce que Pagnol a arrêté de dire qu'il était marseillais ou provençal? Est-ce qu'on lui reproche à Pagnol, ça? Il est la preuve vivante qu'on peut appartenir à un peuple ou à une communauté qui est folklorisée et lui redonner ses lettres de noblesse. Votre dernier spectacle s'appelle Ma vie rêvée. Oui. Votre vie rêvée, elle se situe où? Sur scène. Sur scène, tout est possible. Je l'adore ta vie d'ailleurs. Je l'adore, j'aimerais vivre comme toi, je te jure. Tu rentres à 3h, 3h30 du matin, tu dors jusqu'à 4h de l'après-midi, c'est une merveille. Quand tu te lèves d'ailleurs, c'est ton corps qui se lève, ton cerveau il reste dans le matelas, je suis sûr. Vous n'avez pas encore été récompensé par un Molière, mais vous avez raflé le César du meilleur acteur pour votre interprétation dans 3 hommes et un couffin. Est-ce que ça a été un tournant dans votre carrière au cinéma? Oui, bien sûr, ça a été un tournant tout court dans ma vie. Ni Colin Serrault, ni les producteurs, ni les acteurs pensaient que le film deviendrait ce phénomène. Oh la vache, elle a chier. Mais la lâche pas! Bon, mais tu prends le coton toi-même si tu veux pas que je la lâche. Et ensuite, quels ont été vos autres grands moments de cinéma? Le nombril du monde, sans aucun doute. Les Misérables. J'ai adoré tourner Don Juan parce que j'ai joué Sganarelle. Mais très très vite, il a été question dans ma tête de faire du cinéma moi-même.
Et alors justement, en 2003, vous vous lancez derrière la caméra avec père et fils. Vous récidivez quelques années plus tard avec 3 amis. Récemment, vous avez tourné, réalisé un long métrage qui s'appelle Cœur en braille et qui sera sur nos écrans à partir du 28 décembre. Qu'est-ce que vous avez voulu dire derrière l'objectif avec ce nouveau film? Plusieurs choses. La première chose, c'est qu'on peut vivre une histoire d'amour à 12 ans, une histoire d'amour de grand. La deuxième chose, c'est que nous, les adultes ou les parents, on peut être sauvés par nos enfants de 12 ans. Cette petite fille, dans ce film, qui perd la vue, est la seule à ne pas souffrir de cette cécité galopante, tout simplement parce qu'elle est musicienne. Et elle s'en fout éperdument de perdre la vue. Ce qu'elle veut, c'est faire de la musique. Bon, vous avez déjà en partie répondu, mais est-ce que vous avez encore un fantasme au théâtre ou au cinéma? Oui, bien sûr, plein. Il y a ce film que je veux faire sur 2 frères, sur lequel je travaille en ce moment. Je voudrais jouer au théâtre des pièces contemporaines. J'ai plein d'envies, plein de rêves. Vous avez envie de jouer des rôles de méchants aussi? Ah oui, je rêve de ça. J'ai demandé, vous savez, celui qui fait Braco, là, Olivier Marchal. Olivier Marchal. Je l'aime beaucoup. J'y ai dit, je t'en supplie, écris-moi un rôle de super méchant. Un type dégueulasse. Je trouve ça très... Non, mais parce que tout le monde dit de moi, je suis gentil, vous savez. Ouais. Bon, parfois ça m'énerve un peu, parce qu'en général, gentil, c'est associé à con, vous voyez. Bon, c'est vrai que je suis assez con, mais j'aimerais bien être un con méchant. Ouais, ouais, c'est mieux qu'un gros con. Hein. Oui, c'est un gros con. Ouais. Gros con. Mais un gros con, je suis pas loin. Bon, et dans la vie, des fantasmes? Quoi dans la vie? Des envies? Oui, j'ai plein, je rêve de traverser l'Atlantique en bateau. J'ai toujours rêvé d'avoir une Bentley décapotable. D'accord? Depuis tout petit. Eh bien, je ne l'ai pas acheté. Pourquoi? Parce que je veux continuer à rêver de l'avoir. Parce que le jour où je l'aurai. Qu'on me donne l'envie, disait Johnny. Exactement, exactement. C'est comme, vous voyez, par exemple, une très belle femme. C'est mieux que j'y touche pas. C'est tellement beau de rêver. Bon, peut-être sur les femmes, c'est pas tout à fait vrai. À l'honneur cette année au festival, le porteur d'histoire d'Alexis Michalik. Depuis sa création dans une petite salle d'Avignon en 2011, la pièce triomphe à Paris et en province. Le récit s'affranchit de tous les codes et nous entraîne dans un tourbillon où apparaissent pêle-mêle Alexandre Dumas, Marie-Antoinette, Eugène Delacroix et une mystérieuse Adélaïde. Rencontre avec l'une des comédiennes, Mounia Boudiaf. Comment est-ce qu'on peut la résumer, cette pièce? C'est une histoire qui réconcilie 2 grandes histoires, celle de la France et celle de l'Algérie. Je trouve que tout ce mélange, en fait, est très très beau. Et je vois beaucoup d'Algériens qui sont très touchés par ça. Alors l'histoire algérienne, évidemment, c'est un thème qui vous porte. Vous avez adapté et mis en scène une pièce qui s'appelle La haine des femmes. Vous pensez que le théâtre, c'est un lieu pour parler d'histoire? Et oui, on raconte des histoires, voilà, des petites, des grandes, des belles, des moches. Et on revient aussi sur des événements tragiques de l'histoire, en tout cas dans La haine des femmes. Dans La haine des femmes, oui, sur puisque ça concerne un lynchage qu'il y a eu en Algérie en 2010 et en 2001. Et ça continue de se produire. Et moi, ça m'a bouleversée et j'ai eu envie de porter, c'est surtout porter une parole, en fait. Et j'ai l'impression que c'est un peu le point commun avec le porteur d'histoire. Je savais pas qui j'étais, où j'en étais, ni où j'allais, mais c'est moi. Seulement maintenant, je suis fatigué. J'ai roulé toute la journée, je vais aller me coucher. Ah non, on veut savoir la suite. Ah bah pourquoi vous riez? Parce que c'est Dumas. Dumas. C'est Dumas. Alors Michel, le porteur d'histoire, c'est 1h30 de rêverie. C'est un spectacle merveilleux, vraiment merveilleux. Et c'est une fois de plus la preuve qu'on peut faire un théâtre populaire et pas populiste. Le plateau, il est nu. Il y a 5 comédiens sur scène, 5 tabourets, seulement 2 portants avec des costumes. On voyage par la seule force de notre imaginaire. C'est ça, la force de la scène? La première force de la scène, oui, bien sûr. On n'a pas besoin de décor. Et en plus, si c'est bien raconté, le public est toujours d'accord avec son imagination. On n'allait pas se quitter sans vous livrer les bonnes adresses et les souvenirs de Michel à Ramatuelle. Je pense la première fois que j'y ai joué, en 85, en 86. Un coup sur la tête, tellement c'était fort. Le public. Ouais, j'aime bien être au Café des Ormeaux, le matin tôt. La ferme, la douceur.
C'est étonnant. Étonnant. C'est bon, c'est dans les vignes, c'est magnifique. Mais il y a aussi les jumeaux sur Pamplonne, parce que les gens oublient que Pamplonne, c'est Ramatuelle. Voir les gens découvrir des artistes qu'ils n'avaient peut-être pas vus. Par exemple, Abdel Malik, quand il est venu pour la première fois. Alex Lutz. La douceur. Merci Michel Boujna. Oui. Ainsi s'achève cette édition spéciale Festival de Ramatuelle. Vous pouvez bien sûr revoir l'émission sur notre site internet france24.com. Nous, on va aller voir d'autres spectacles. Je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. C'est bien. Oui, allons-y. Je vous raccompagne. Ok. Ça, c'est l'art de la triche. Il faut que vous le sachiez. Le théâtre est absolument pas par là. Voilà. C'est comme ça. Il n'y a pas beaucoup de monde ce soir, mais enfin... C'est 3 ici, non, je crois. Dans la... Ah non, ici, c'est 4. C'est 4 ah bon.